Bonjour, je m'appelle Hélène Ngarnim-Ganga. Je suis la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et j'ai la chance d'être entourée aujourd'hui de deux jeunes qui vont m'accompagner dans une conversation sur le thème de la Journée internationale des droits de la femme de cette année 2026. Donc, la façon dont ce dialogue va être organisé, c'est que nous avons une petite boîte bleue avec des thématiques à l'intérieur. Et donc, vous vous souvenez que le thème de cette année, c'est droit et justice et action pour toutes les femmes et les filles, et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est justice pour toutes, agir pour les femmes et les filles en Côte d'Ivoire. Donc je pense que dans la conversation, on aura également la distinction entre droit et justice et ce que ça implique. On va peut-être commencer avec Francisca. D'accord. Vas-y. Là, je vois droit. Droit. Alors, allons-y sur le droit. Pour moi, le droit, c'est, en tant que femme, c'est avoir le droit d'aller à l'école, avoir le droit d'avoir le même salaire que mon collègue, avoir le droit de marcher dans la rue sans avoir peur, avoir le droit de m'exprimer, que ce soit hors connexion ou sur les réseaux sociaux, sans pour autant me faire harceler, sur les thèmes qui me tiennent à cœur. Oui, non, effectivement, la question du cyberharcèlement des filles particulièrement est une question extrêmement importante. Je suis ravie en fait d'avoir à la fois Francisca et à la fois Céa, parce qu'il est très important dans la question des droits des femmes de savoir également ce que les hommes en pensent, parce que sans les hommes, évidemment, la question n'avancera pas. C'est les femmes et les hommes, évidemment. Et donc, Céa, qu'est-ce que tu penses de la question des droits de la femme? Merci beaucoup, madame. En termes de droits, je pense à l'accès aux mêmes opportunités, donc pour les hommes comme pour les femmes. Et justement, lorsque nous étions au forum EcoSoc à New York, nous avons défendu ce thème-là, donc sur l'ODD5, et j'ai mis en avant une activité que nous avons menée, donc à Borotokoro, l'accès à l'éducation pour les jeunes filles. Nous avons soulevé cette question des parents qui disaient que ma fille doit se marier. Elle va se marier et pour se marier, on n'a pas besoin de gros diplômes. Mais c'est pas quelque chose de correct dans la mesure où ces jeunes filles peuvent et ont les mêmes compétences que les hommes. Donc, nous sommes allés donc dans ces zones-là avec des jeunes filles de notre réseau qui, grâce à leurs études, travaillent dans des grandes agences et arrivent même à aider leurs parents aujourd'hui et font la fierté de leur famille. Et le paradoxe, c'est que quand ces parents ont vu ces jeunes filles, ah ouais, ils apprécient ces jeunes filles. Et on leur a dit justement, mais elles sont là aujourd'hui parce que justement leurs parents leur ont permis d'aller à l'école. Donc, si vous voulez que vos filles aussi deviennent comme ces grandes dames que vous voyez à la télé, mais que vous voyez devant vous aujourd'hui, vous pouvez justement mettre vos jeunes filles à l'école. Nous étions très heureux de voir qu'après cette activité, donc les parents ont décidé donc de laisser leurs jeunes filles aller à l'école. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui montre que les jeunes filles doivent avoir accès aux mêmes opportunités que les jeunes garçons. Merci beaucoup. Je pense que, et je vais revenir avec peut-être une question de suivi pour Francisca, parce que je pense que tu as touché à un point extrêmement important qui est celui des constructions sociales de genre. Comme je dis toujours, il n'y a rien dans la différence physique qui dit qu'une femme doit se marier plus tôt ou qu'une femme balaie mieux qu'un homme ou qu'elle fait mieux la cuisine qu'un homme. Donc, en fait, la véritable question, c'est les constructions sociales de genre qu'on fait et qui sont, à part le fait que les femmes accouchent des enfants et qu'elles les allaitent, très honnêtement, pour le reste, c'est un peu compliqué de faire... et cette distinction qui fait qu'on n'envoie pas les filles à l'école et qu'on envoie les garçons à l'école... Qu'est-ce que tu en penses, Francisca? Parce que je pense que c'est injuste. C'est injuste de penser comme ça. Parce que moi-même, je l'ai vécu. Il m'arrivait des fois où j'entendais, pour toi, de toute façon, pour toi, n'est pas grave parce que tu es une femme et tu seras mariée. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin. Tu peux attendre. Tes besoins peuvent attendre. Tes besoins peuvent attendre. Tes demandes peuvent attendre. Et à chaque fois, ça me saoulait. Ce qui faisait que j'avais à l'esprit de faire de telle sorte que pour moi, après le bac, j'allais pouvoir être super indépendante et avoir les moyens. Donc, je faisais de telle sorte que je puisse avoir le bac. Et dans mon parcours, j'ai pu avoir la grâce
de ne pas reprendre mes classes d'examen. Et ce qui m'a permis, après le bac, de développer un commerce à côté pour pouvoir me prendre en charge. Pour éviter d'entendre, en tant que femme, tu peux attendre parce que de toute façon, tu vas te marier. Je pense que c'est injuste. Et ce sont des thèmes sur lesquels on doit beaucoup agir et mettre des mécanismes et des documentations en place pour pouvoir déconstruire. Surtout, aller vers la société civile et le parler pour qu'elle puisse changer. Parce que ça ne sert à rien d'avoir les droits sans pour autant être appliqués. Oui, absolument. Et tu as utilisé un mot extrêmement important qui est celui de déconstruire les préjugés, les idées préconçues. Et là, et tu as parlé également d'équité, parce que le fait que tu aies eu à faire un travail à côté pour pouvoir... Est-ce que tu penses que tu aurais eu le même vécu si tu avais été un garçon? Non, je ne pense pas que j'aurais eu le même vécu. Je ne pense pas. Je pense que ça sera un peu plus flex, comme on le dit dans notre langage. Ça sera cool, ça sera fun. J'aurais eu l'occasion, comme un frère, qui forcément ne voulait pas forcément aller à l'école, qui voulait danser, qui voulait jouer et qui voulait faire des arts, parce qu'il sait très bien dessiner, mais on le ramenait toujours sur les bancs. On lui disait, on mettait la priorité sur lui. Et arrivé un moment, je me disais, mais quelqu'un qui veut pas aller à l'école, qui veut danser, qui veut faire l'art, qui veut dessiner, laissez-le, prenez l'argent, financez mes études, moi je vais aller loin. Et je suis d'accord avec ce que Francesca a dit, justement, parce que j'ai assisté aussi à cette scène d'Ibrahim et sa sœur. Ibrahim qui était scolarisé au même moment que sa sœur. Et généralement, quand il n'allait pas à l'école, son papa lui disait, tu dois aller à l'école parce que demain tu dois travailler. Tu dois aller à l'école, sinon, si tu ne comprends pas certaines thématiques, tes frères vont voler dans l'entreprise familiale, tes frères vont t'insulter ou vont parler en français, tu ne veux pas comprendre. Par contre, il est arrivé dans cette situation où sa sœur, donc, a eu des moments où elle ne voulait pas partir. On dit, OK, comme tu n'as pas envie d'aller à l'école, tu peux rester à la maison, aider ta maman. Pour les mêmes enfants d'une même famille, deux réactions différentes pour une même situation. Donc, je pense que nous devons revoir donc cette conception. Les jeunes dames, aujourd'hui, on a des femmes ministres, des femmes dans le Sénat, des femmes au Parlement, on a président du Sénat, voilà, justement, et nous sommes très fiers de voir donc toutes ces dames-là. Donc, nous devons traiter donc les hommes et les femmes au même niveau en termes d'éducation et en termes de toutes sortes donc de thématiques et d'opportunités. Je dirais même que ça crée plus de déséquilibre et plus de frustration. Ben merci beaucoup. Premier petit débat. On va passer au second, mais je crois qu'on a parlé déjà des constructions de genre, on a parlé d'inéquité, on a parlé d'injustice et on a parlé aussi, et voilà, d'habitudes et de préjugés. Donc on va peut-être passer au second. On va demander à Céa de tirer un papier et de nous dire ce qu'il y a marqué sur ce papier. Ok, j'aime bien la boîte bleue. Elle est jolie, hein. Justice. Justice, ben justement, très bonne transition. En termes de justice, donc qu'est-ce que nous faisons déjà et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer donc selon vous? Ah, la question m'est posée à moi. Mais déjà, je crois qu'il faut faire une différence entre le droit et la justice. Et j'aime beaucoup le fait qu'en Côte d'Ivoire, le thème c'est justice pour toutes. Agir, donc il y a la notion d'action pour les femmes et les filles en Côte d'Ivoire, mais la justice pour toutes, parce que la justice va au-delà du droit. Le droit, c'est vraiment les textes, le corpus juridique, comme on dit, les textes et les règlements, etc. Bon, ça, c'est les règles de droit écrites, etc. Et puis la justice, c'est beaucoup plus large et ça peut également comprendre une notion d'équité. On en parlait tout à l'heure. Il y a la justice, il y a un concept moral qui vient, c'est le respect des règles de droit, mais également avec une question d'équité à l'intérieur. Et donc, cette notion beaucoup plus large de justice est pour moi extrêmement importante et je pense qu'elle est importante également en Côte d'Ivoire parce que on a un corpus juridique très robuste, très solide, très égalitaire. On parlait de salaire tout à l'heure. C'est dans la loi, même salaire. On parlait de même droit au sein de la famille, c'est dans la loi. Beaucoup de choses existent déjà en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, en cela, est en avance sur beaucoup de pays. Ne nous trompons pas sur le fait que souvent, il y a cette image un peu qui n'est pas juste du tout de dire « Ah, dans certains types de pays, c'est comme ça, dans d'autres, c'est comme ça, et on généralise ». Ce n'est pas vrai du tout. La Côte d'Ivoire est en avance d'un point de vue juridique, mais on l'a bien vu. Concrètement, dans la mise en œuvre, il y a des efforts qui restent à faire. Et donc là, ça serait intéressant aussi pour moi de vous écouter sur vos activités
respectives, parce que vous faites partie de réseaux, vous faites partie d'associations. Donc, comment est-ce qu'on change les comportements? Comment est-ce qu'on passe justement de la justice vers l'action? Comment est-ce qu'on fait que les choses se passent et qu'on change les mentalités? Je pense qu'au niveau du changement de mentalité, ça me fait penser à quelque chose de personnel que j'ai eu à vivre avec une amie quand nous étions en classe de terminale. Elle avait été victime d'un viol par un professeur de la localité où nous étions. Et ce qui m'a le plus choquée, c'est que lorsqu'elle a eu le courage de pouvoir dénoncer et parler, elle a été accusée. La question qui est venue, c'était elle faisait quoi sur lui et pourquoi qu'elle voulait gâter le travail du monsieur. Et sa mère, étant seule avec sa fille, s'est débattue pour que justice soit faite. Mais au lieu, en fait, que justice soit faite, tout s'est retourné contre ces femmes-là. Parce qu'elles se sont retrouvées une nuit en train d'être entourées par des jeunes de la ville qui les lapidaient. Donc, on a pu les évacuer, rester chez moi et après, elle est partie. Ça fait que j'ai eu le bac, mais l'année, elle n'a pas eu le bac. Et ça m'a beaucoup touchée. Oui, c'est un exemple extrêmement parlant et très triste. Et juste avant qu'on continue la discussion, mais cette jeune fille, aujourd'hui, elle continue ses études ou... Oui, elle a dû... Elle a été suivie psychologiquement, etc. Pas du tout. Parlons de ça, elle n'a pas été suivie. Ouais. Quand elle a quitté la ville, elle allait dans un village avec sa mère, ils se sont cachés. Et sa mère a fait 3 ans, 4 ans de mise à côté d'argent pour pouvoir la faire partir. Donc actuellement, elle se trouve en Espagne, où elle fréquente, elle reprend. C'est maintenant qu'elle reprend. Moi, actuellement, j'ai soutenu mon mémoire, j'ai un niveau master, mais c'est maintenant que mon amie reprend. Et c'est avec moi seule qu'elle a gardé le contact. C'est un sujet sur lequel, souvent, je la laisse venir aborder avant que je puisse rebondir là-dessus. Très sensible. Ouais, mais juste sur ce point, avant de passer la parole à Céa, c'est un exemple extrêmement triste et malheureusement qui est pas, je veux dire, ça se passe tous les jours. On connaît tous les chiffres en matière de viol, ils sont absolument abominables. On parlait tout à l'heure de violences basées sur le genre, juste avant de passer sur le plateau. Juste pour dire, je pense qu'il y a 44-45% de pays dans le monde qui n'ont pas le mot consentement dans la définition du viol. Donc, c'est vraiment cette question du consentement dans les rapports sexuels entre hommes et femmes est extrêmement importante. Et l'homme va dire, mais non, mais elle voulait. La femme va dire, non, j'ai dit non, mais c'est compliqué. Et là, le droit ne suit pas toujours. Malheureusement, on a déjà parlé du droit, mais c'est un exemple. Je suis contente, en tout cas, qu'elle ait repris ses études et qu'elle ait pu se reconstruire. Céa. Oui, j'aimerais aller donc dans le même sens et à la fin parler aussi de consentement. Déjà, au niveau de la justice, il faudrait que les cas d'injustice, tout le monde puisse se sentir concerné. Généralement, on ne prend pas action ou on ne sent pas l'ampleur de la chose lorsque la situation concerne des personnes qui ne sont pas membres de notre famille, qui ne sont pas nos proches. On en rit sur les réseaux sociaux. Je parle des réseaux sociaux parce que c'est là que je travaille énormément. Et souvent, des situations d'injustice qui vont même dans la violence, les gens, en fait, peuvent prendre ça dans le langage des jeunes, bader. Mais justement, bader veut dire on rit et on ne voit pas la gravité de la situation. Mais non, les situations de violence et d'injustice ne doivent pas être des sujets pour bader. Et comme nous sommes dans le Sabariland, c'est donc le pays du pardon, on se dit que tout est permis, on peut faire ce qu'on veut, on peut offenser des gens, on peut donc commettre des actes d'injustice. Et lorsque ces personnes-là demandent donc justice, que justice soit faite, on demande pardon. Et on a aujourd'hui développé une certaine mentalité qui fait que dès qu'on demande pardon, on se dit que la victime est obligée d'accepter. Et ça va plus loin. Lorsque la personne veut aller jusqu'au bout, on dit même, et c'est l'opinion des personnes qui n'ont rien à voir avec le sujet qui disent, mais toi tu es comment et on ne peut pas te demander pardon. Et la victime se sent dans une situation où elle se sent obligée donc d'accepter directement ce pardon-là. Souvent même c'est un pardon à la je m'en fous. Et c'est pas quelque chose de bien. Et là où nous allons jusqu'à aujourd'hui, c'est que les victimes maintenant sont présentées comme les personnes méchantes. Ah, tu veux envoyer la personne en prison, pourquoi tu es méchante comme ça? Mais on t'a demandé pardon, et ça, ce n'est pas quelque chose de correct. Mes études aux États-Unis m'ont donné une belle expérience sur le consentement. Quand je venais d'arriver en tant qu'étudiant à Nova, donc aux États-Unis dans mon université, l'une de nos premières leçons, de nos premiers cours, c'était le consentement. Il y a le Title IX, donc la police du consentement, des cours sur le consentement et tout. Et il y a une phrase qu'on nous disait, non, c'est non.
C'est-à-dire que dès qu'on vous dit non, ça veut dire non, en vrai. Et ces coups-là, pendant un mois, donc, on a été formés sur ça, et c'est vraiment la mentalité, donc, des Américains. Et je me rappelle que, des retours, donc, dans mon pays, il y a eu des situations où, on travaillait sur des thématiques où, dans certaines situations, où des gens ont dit non. Et comme ils ont dit non, on a décidé d'avancer. Et ces personnes sont revenues vers nous pour dire, ah, mais, vous n'étiez pas intéressé par la situation. On dit comment? Mais j'ai dit non, vous êtes parti. Mais tu as dit non, non c'est non. Non, chez nous ici, quand on dit non, ça veut dire qu'il faut insister. Mais non, non veut dire non tout simplement. Et j'espère que que le non pourra entrer dans la mentalité de tout le monde, comme quand on dit non, ça veut dire non. Il n'y a pas de signification. Non, et je pense que vous avez tous les deux fait le point. Le fait que lorsque des actes pénalement répréhensibles comme le viol se passe, en fait, les victimes deviennent les coupables. Il y a eu dans d'autres pays une affaire très retentissante où on disait la honte doit changer de camp, et c'est vraiment ça, c'est le fait que les coupables, en fait les vrais coupables, il y a un sens d'irresponsabilité. C'est ça aussi que Céa disait avec le comment tu as appelé ça, le sabourlin, le sabarilène, voilà. Le sabarilène, le fait de demander pardon et puis voilà, ça y est, ça se passe, alors qu'en fait on détruit peut-être potentiellement la vie de quelqu'un, en tout cas on détruit cette personne psychologiquement, et le poids de l'action qui a été prise n'est même pas, les gens ne prennent pas conscience de ce qu'ils ont fait. Et peut-être moi ce que je rajouterais je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, et je rajouterais peut-être le point de l'accès à la justice. La justice est loin, la justice quelquefois est difficilement accessible, et ça je pense aussi qu'il y a une pédagogie à faire, et vous dans vos rôles, vous êtes très important pour être au plus proche des communautés et également leur faire comprendre à toutes ces femmes que elles aussi elles ont droit à la justice, et qu'elles peuvent se ester en justice pour pouvoir obtenir réparation. Et pour ça, le système des Nations Unies, c'est vrai, aide également beaucoup. Juste pour finir, pour dire qu'on est ravis de vous avoir avec nous dans ce réseau des jeunes pour les ODD, parce que du coup, votre action nous aide également à porter ces messages et à aller de l'avant. Je crois qu'on arrive à la fin de cette petite capsule qu'on fait pour les droits de la femme. Et je précise que c'est les droits de la femme parce que moi, il m'est arrivé le 8 mars d'arriver, alors pas aux Nations Unies, dans des vies antérieures, d'arriver et on m'offre une rose. Et l'idée, c'est pas qu'on m'offre une rose. C'est pas un jour de fête, c'est un jour où on parle des droits de la femme et comment on va faire pour changer et pour améliorer les droits de la femme. Dans l'absolu, c'est des droits humains. On ne devrait même pas parler des droits de la femme ou des droits de l'homme, c'est les droits humains tout court. Le fait qu'on en soit encore à parler les droits pour les femmes prouve qu'on n'est pas encore au bon niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi sur la santé sexuelle et reproductive. Donc, c'est un appel que je lance. Est-ce qu'il peut y avoir des lois sur la santé sexuelle et reproductive et de vulgariser encore plus la loi du 19 décembre 2021 sur la violence basée sur le genre, de permettre de telle sorte que toutes les femmes, aussi bien qu'à Abidjan ou dans les zones reculées, puissent avoir accès à l'information et aussi de mener des actions où les Nations Unies doivent encore plus, avec leurs partenaires, plus mener des actions, plus accompagner des actions en ce sens-là, de pouvoir déconstruire la mentalité de la société civile afin que nous arrivions à une Côte d'Ivoire plus équitable et sûre. C'est un... Super, merci beaucoup Francesca, merci madame. Alors, à nous, notre niveau en tant que jeunes, c'est d'intensifier donc les actions sur les réseaux sociaux et aussi les zones reculées donc de notre pays. Intensifier les actions justement sur le changement des mentalités pour ne plus banaliser donc les cas d'injustice, les cas de violence basés sur le genre. Et si quelqu'un, une victime donc justement vient expliquer ou vient porter à la connaissance donc du public un cas d'injustice, faudrait pas qu'on demande mais comment tu es arrivé là-bas? Comment tu as fait pour te retrouver là? Et pourquoi toi, justement? Non, ces questions-là, justement, ne doivent pas être posées parce que c'est comme un couteau, donc, dans la plaie, donc, de la personne. Et lorsqu'on, ça vient de la famille ou de quelqu'un vers qui la victime va se confier et que la personne lui dit, mais pourquoi tu es parti là-bas? La personne se sent trahie doublement et ça fait beaucoup plus mal, en fait. Donc, nous, en tant que jeunes, donc, on compte intensifier justement donc ces actions de rééducation là et de faire de sorte à ce que les gens se sentent tous concernés. Je le dis et je répète, les gens
prennent le sujet au sérieux lorsque ça concerne leurs parents, leurs proches. Et ils banalisent le sujet lorsqu'ils ne se sentent pas concernés, justement. Mais on devrait tous se dire que ce qui arrive à X peut arriver à Y et aux membres de notre famille. Donc, si un cas d'injustice est signalé sur une dame, une jeune femme, quelque part dans le monde, quelque part dans notre pays, quelque part dans notre communauté, disons-nous que si justice n'est pas faite, ça peut aussi arriver au sein de notre famille. Donc, nous devons prendre action maintenant. Et j'encourage, donc, et c'est un plaidoyer, donc, le système des Nations Unies qui est notre maison, peut toujours continuer à collaborer et à accompagner justement le réseau des jeunes pour les ODD parce que nous sommes nombreux. Nous sommes aujourd'hui dans plusieurs localités donc, du pays. Nous nous sommes retrouvés à Borotokoro, qui est bien loin à la frontière de la Côte d'Ivoire et la Guinée. J'étais récemment à Nangaka, à Wafiaka. On a cette mobilité-là et ces jeunes qui ont juste l'envie donc de contribuer à l'amélioration de la vie de leur communauté. On a juste besoin d'être appuyés pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Et c'est vraiment ce plaidoyer-là. Et nous sommes beaucoup plus proches du système des Nations Unies, donc j'ai fait ce plaidoyer à ce niveau. Mais justement, le gouvernement peut aussi voir nos actions. Les preuves sont déjà sur les réseaux sociaux et dans nos différents rapports. Et justement, nous accompagner, on pourrait être beaucoup gagnant-gagnant dans cette situation parce que nous avons les jeunes, nous avons la volonté, nous avons la mobilisation facile. On a juste besoin d'être poussé pour aller avoir beaucoup plus d'impact sur le terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céa. On sent que ça est habitué à faire du plaidoyer. Merci encore à vous deux. On voit à quel point les jeunes de Côte d'Ivoire sont mobilisés. Les hommes et les femmes. Nous avons parlé aujourd'hui de droit, nous avons parlé de justice, nous avons parlé de déconstruction des mentalités, de préjugés, nous avons parlé de construction sociale et nous avons entendu le plaidoyer qui a été fait par les deux jeunes qui m'entourent à ce que le système des Nations Unies continue à les accompagner, que les lois et le corpus juridique qui existe en Côte d'Ivoire soient mieux mise en œuvre, plus mise en œuvre, et que eux, en tout cas, sont prêts à amener leur pierre à l'édifice et à travailler avec les autorités, avec le système des Nations Unies et avec tous les partenaires concernés pour que cela devienne une réalité en Côte d'Ivoire. Merci, au revoir.